Bonjour à tous, on va prendre la suite on reste dans la catégorie petits ruminants, brebis allaitantes. Euh, du coup, on va vous faire une intervention à deux voix sur élever des brebis allaitantes bio sur le Massif central est-ce possible? Mais du coup, on représente juste un collectif de travail puisqu'il y a toute une équipe qui est mentionnée là dans le diaporama qui œuvre à collecter les informations et à suivre les faits. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Père de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Et du coup, je vais présenter aux côtés de Marie. Moi, j'ai suivi deux élevages, notamment, qui sont impliqués dans le projet. Et juste pour faire un petit aparté, j'ai des missions aussi au niveau régional en agriculture biologique. Je suis référente technique en fait pour les ovins bio au niveau de la région Aura. Voilà. Du coup, tout d'abord, pour commencer et introduire le sujet, on a repris quelques éléments des chiffres clés au vin bio qui sont produits par l'agence bio pour se remettre un petit peu en contexte. Donc, au niveau national, aujourd'hui, le nombre d'éleveurs qui sont engagés en bio depuis plus d'un an, c'est en légère augmentation. On est sur plus 3,4% en 2024 par rapport à 2023. Cependant, le nombre d'éleveurs ovins en conversion entre 2023 et 2024 est aujourd'hui en diminution de 9%. Et quand on regarde au niveau des effectifs, donc sur 2024, le nombre de brebis viande en bio est de 298 têtes. On est en recul par rapport à 2023. Toutefois, au niveau des brebis viande en conversion, on est en augmentation. Donc, vous voyez, entre le nombre d'exploitations et le nombre de brebis, on n'est pas du tout sur les mêmes tendances. Donc, on a plutôt moins de conversions. Par contre, quand elles se font, c'est sur des tailles de cheptel importantes, qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de brebis viande en conversion en bio. Donc, le graphique qui reprend l'évolution pluriannuelle. On a depuis 2016 connu une phase tous les ans d'augmentation du nombre de brebis en conversion et de la même manière sur le nombre d'éleveurs. Et on voit bien que depuis en fait 2022, on est sur une phase qui est plutôt de stabilisation et une forme de palier qui se forme avec un petit peu moins d'éleveurs et de brebis sur la partie bio. Donc, où sont les éleveurs de brebis viande en bio? Essentiellement, en fait, dans le sud de la France et dans l'ouest. Et au niveau si on se repositionne, donc au niveau du Massif central, on les retrouve bien dans la partie sud Massif central, essentiellement sur l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Lot. Donc, c'est les départements finalement traditionnellement moutonniers où on retrouve aussi les éleveurs de brebis bio. Et quand il s'agit des effectifs, où sont les brebis, on voit bien qu'elles sont toujours dans la moitié sud de la France. Et on voit que sur l'ouest, en fait, on est sur des plus petites troupes, donc ça ressort moins par rapport au nombre d'exploitations. Et on retrouve les mêmes départements dans le top 10 au niveau du Massif central que sont l'Aveyron, le Lot et la Lozère. Donc aujourd'hui, en 2024, euh, le cheptel bio représente environ 10% du cheptel national bovin viande en France. Et on voit qu'on a une grande concentration qui est sur la région Occitanie avec 11,7%, 7,7% sur le Nouvelle-Aquitaine, 9,3% en région Auvergne-Rhône-Alpes et 7,2% en Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, donc là, les résultats qu'on va vous présenter, elles portent sur cette exploitation au vin viande, donc suivie sur la campagne 2023. Du coup, ce sont toutes des exploitations qui sont spécialisées en ovins. Et là, on va parler des exploitations ovines en zone pastorale ou de montagne.
Du coup, c'est des structures en moyenne 1,8 UMO avec une SAU de 95 hectares, des parcours à côté en moyenne 44 hectares, 66 hectares, pardon. Et au niveau des brebis, on est sur là des races prolifiques, pardon, des races rustiques ou prolifiques et plutôt des races qui ont la capacité en fait à désaisonner et on est en moyenne sur des troupeaux de 323 brebis. La spécificité, c'est qu'on va avoir des élevages aussi qui ont en moyenne 14 hectares de céréales dans l'idée de produire du concentré pour alimenter notamment les agneaux. Et du coup, à côté, vous avez une petite carte de où se situent les élevages qui ont été suivis dans le cadre de ce projet bioréférence. Donc, au niveau des résultats de ces exploitations, on a déjà, si on parle repro, des résultats qui sont hétérogènes parce qu'on a différentes conduites de la reproduction qui ont été étudiées. On a à la fois des élevages qui sont en 3 annulages en 2 ans, à la fois des 2 périodes de mise bas par an ou une période de mise bas par an au printemps. Ce qui fait que du coup, au niveau du taux de mise bas, on est en moyenne à 83%. Mais en fait, derrière, ce qui se cache, c'est une variabilité de taux de mise bas sur ces exploitations, puisqu'on va de 65 à 95% de mise bas. Au niveau du taux de prolificité, on est à 170%, donc on est plutôt élevé. Et en productivité numérique, par contre, on est autour de 114%. Donc là, si on compare par exemple aux élevages conventionnels sur une même zone, on est un petit peu inférieur et pénalisé notamment en fait, par notre taux de mise bas qui va être inférieur à ce qu'on pourra retrouver en conventionnel. Ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est sur une production d'agneaux de bergerie essentiellement parce que du fait déjà qu'on est en zone de montagne, donc on va avoir très peu de lactation à l'herbe. Donc en fait, il n'y a pas non plus de stratégie unique dans ces élevages-là. Et donc ce que je rappelle, c'est que là, on est sur la conjoncture 2023, donc on était avant les problèmes sanitaires qu'on a pu connaître en 2024, notamment liés à la FCO. Au niveau alimentation, ce qui est important de préciser, c'est qu'on est sur des exploitations qui maximisent la pâture. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des chargements qui sont plus limités qu'en conventionnel. On est à 5,3 EMP par hectare de SFP contre 7,3 en conventionnel, puisque l'idée, c'est de s'ajuster au potentiel agronomique aussi des zones d'élevage. Et à noter par contre que du coup en 2023, c'est des exploitations qui avaient été pénalisées par la sécheresse estivale. Et donc au niveau des quantités de fourrage utilisées sur l'atelier, on est à 287 kg de matière sèche par brebis. Donc on voit que c'est inférieur à ce qu'on peut voir en conventionnel parce que donc on laisse une part aussi au pâturage qui est beaucoup plus importante, donc une consommation de fourrage inférieure. L'idée c'est de rechercher l'autonomie en fait au maximum. Et après, donc au niveau de la consommation en concentré, on est plus faible là aussi qu'en conventionnel. On est à 165 kg par brebis, donc 47% de concentré prélevé, ce qui est quand même bien supérieur aux 12% de concentré prélevé en conventionnel. Donc là encore, c'est la recherche d'autonomie, vu aussi les prix derrière qu'on a des concentrés en bio. Pour donner une idée, en ce moment, on va être à peu près à 350 € tonne en conventionnel quand on est à 450 € tonne en bio. Donc il y a une différence quand même qui est non négligeable, d'où la stratégie derrière de rechercher au maximum l'autonomie. Et par contre, si on ramène cette quantité de concentré au kilo carcasse d'agneau produit, on voit qu'on est légèrement supérieur au conventionnel, du fait qu'on a des agneaux généralement produits qui sont un petit peu plus légers et une productivité numérique qui est plus faible que le conventionnel. Donc du coup, ça se retrouve là-dedans. Ensuite, pour ce qui est sur l'autonomie des exploitations, en fait, pour revenir dessus, on a des exploitations qui sont très autonomes sur les plans énergétiques et protéiques. On le voit en fait au niveau de l'autonomie massive, du coup, on est à 89%, avec 90% d'autonomie énergétique et 88% d'autonomie protéique. Donc ça rejoint en fait ce que je disais, on est sur une recherche maximale d'autonomie pour éviter de subir le coût des aliments en agriculture biologique. Voilà, dans le but d'être indépendant, dans le but aussi de répondre au cahier des charges, qui impose aussi un certain pourcentage d'autonomie et éviter de subir l'inflation au maximum. Mais au final, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des produits en hausse,
mais on a tout de même des marges brutes en baisse, parce que finalement, derrière, bah, les charges continuent aussi d'augmenter. Donc là, au niveau de l'atelier au vin viande, donc les produits, ils sont à 184 euros, avec 32 euros affectés, enfin des produits de l'ATP affectés aux ovins, et on a un total de charges opérationnelles qui est à 131 euros. Donc, dans ces charges opérationnelles, on a des charges d'alimentation directe hein, qui représentent du coup la plus grande partie, avec 80 euros, les frais vétérinaires à 12 euros et les autres frais d'élevage à 28 euros. Et les charges qu'on affecte à la SFP sont élevées à hauteur de 11 euros. Donc, ce qui fait qu'au final, on a une marge brute de l'atelier ramenée à l'EMP à 85 euros. Quand on conventionnel, on est à 106 euros. Et en fait, là, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'on observe en fait un petit peu une tendance. Hein. Plus notre productivité numérique augmente et derrière, plus la marge brute en euros par EMP augmente aussi. Et en fait, ce qu'on semble observer sur le graphique-là, c'est que si on veut arriver autour de ces 100 euros de marge brute par EMP, en fait, il faut viser une productivité à 100%, une productivité numérique à un agneau en fait par brebis. Oui. Est-ce que vous comptez les agneaux on parle d'un agneau par mois? Oui, c'est les agneaux produits, donc les agneaux élevés, elles rentrent dedans. Oui, c'est pas la productivité numérique à l'agneau vendu, si c'était ça. On sera à 0,8 agneaux vendus si on gardait 20% de renouvellement. Je veux dire, c'est tous les agneaux qui sont produits, mais par rapport à un cheptel de 350 mètres, il y a au moins 70 agneaux dedans, qui de toute façon n'aura pas pris de bélier. Donc, est-ce qu'on considère que tous les agneaux produits, ça correspond au troupeau plus les agneaux ou pas? Eh ben, dans notre catégorie, ce qu'on appelle l'UMP, qui est l'effectif moyen présent, en fait, ce sont nos femelles de plus de 6 mois. Donc, on inclut les brebis adultes et les agneaux de plus de 6 mois, donc ils peuvent être ensuite se mettre à la lutte et puis en repos. Et qui sont variables les âges selon les élevages. Du coup, on change un peu de dimension, on repasse sur la dimension exploitation à l'échelle des revenus des exploitations. Donc, on a regardé les revenus disponibles dans ces 7 fermes en système de montagne et de zone pastorale, donc plutôt sud massif central. Donc, les résultats sont hétérogènes entre les exploitations. Globalement, on est sur une notion de 91 000 euros de produits par unité de main-d'œuvre, avec un taux d'aide dans ce produit qui représente 47%, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'on est proche des 50% finalement du produit qui est apporté par les aides. Un EBE autour de 27 200 euros, donc qui permet le BE après de soit couvrir les annuités ou d'un autre côté les amortissements, et puis d'en déduire derrière le revenu disponible qui est autour de 19 000 euros pour la campagne 2023 en moyenne. Si on le met au regard des exploitations conventionnelles qu'on suivait sur cette même campagne, on était autour de 26 600 euros, qui est très clairement lié à la différence en fait de produit initial par UM. Et on le retrouve en fait de par ce que vous avez présenté Mathilde, surtout par une différence de productivité numérique au départ. Ensuite, si on regarde le coût de production à l'échelle de l'atelier au vin sur 2023, pour ceux qui ont enchaîné les présentations, peut-être vous êtes familiers avec la méthode. Donc, on a à droite la partie produit qui regroupe en fait les prix de l'agneau, la vente de réforme de laine et la partie aide. Et on le met en regard, ces produits totaux par rapport au coût de production. Donc, combien ça nous coûte pour produire 1 kg de carcasse d'agneau. Et donc là, on cumule l'ensemble des charges opérationnelles, alimentation, frais d'élevage, frais de surface, mais aussi toute la partie qui correspond aux charges de structure, donc mécanisation. Et on inclut une rémunération également du foncier, du capital et du travail. Et on voit bien le dernier pilier, les 12,40 € qui représente la partie travail assez importante, et dans l'objectif d'une rémunération dans la méthode à hauteur de 2 SMIC par UMO. Donc, sur les 7 exploitations qui ont été suivies, on est sur un coût de production en moyenne qui est de 32,60 € par kilo carcasse,
Si on enlève la rémunération du travail, on est à hauteur de 20 euros par kilo carcasse. Vous voyez bien que l'ensemble du produit ne nous permet pas de couvrir toutes les charges dans notre situation. En revanche, les produits permettent de couvrir l'ensemble des charges opérationnelles courantes, on va dire. Mais par contre, ça ne permet pas de rémunérer le travail total de l'exploitant. Et on est du coup sur environ une rémunération permise par le produit de 1 SMIC par UMO. Donc ça vous donne une idée entre exploitants ou salariés de comparaison. On est très proche de ce qui peut se passer en conventionnel sur une conjoncture comme 2023. Et enfin, on évalue le prix de revient, c'est-à-dire le prix qui nous permettrait, auquel il faudrait vendre l'agneau, qui nous permettrait de couvrir l'ensemble des charges. On serait sur 15,30 €, donc ce qui n'était pas le cas sur une année comme 2023 où les cours n'étaient pas à ce niveau. Vous voyez toutefois qu'on a une très grande diversité de situations. On a repositionné les sites d'exploitation. Donc la courbe bleue, elle représentait 1 SMIC par VMO. La courbe orange, les 2 SMIC par VMO. On a un éleveur qui est au-delà des 2 SMIC par VMO. On a 3 éleveurs qui sont autour de 1 SMIC par VMO. Et on avait des éleveurs qui étaient en deçà, 3 éleveurs qui étaient en deçà. Donc on a une grande diversité. Il y a des marges de manœuvre possibles et on voit bien qu'on retrouve cette même distribution, que ce soit en bio ou en conventionnel, avec toutes les possibilités possibles au niveau technique et stratégique. Du coup, pour terminer sur les parce qu'on vous a parlé de 2023, vous dites on est en 2025, donc il y a déjà un peu de temps qui s'est écoulé. Sur la projection 2024, on est sur un cours de l'agneau qui est plus favorable que sur la campagne 2023. On a mis en regard le petit graphique en bas qui est l'IPAMPA, qui est l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole, donc qui n'est pas forcément le plus opérationnel en bio, mais ça donnait juste une indication de l'évolution en fait des charges. Donc l'IPAMPA couvre en fait l'ensemble des productions agricoles et suit l'évolution des prix des biens et des services qui sont utilisés par les exploitants agricoles. Ça représente en moyenne autour de 60% du coût de production. Et on voit bien qu'on a pris une envolée très importante en novembre au niveau de l'IPAMPA sur les années 22-23. Donc c'est notamment l'après-Covid, les effets de la crise et de la guerre en Ukraine. On est aujourd'hui sur une tendance qui rediminue un peu en termes de cours, mais on ne revient pas à la situation de 2019 ou de 2020. Et donc, on est quand même assez pénalisé par cette évolution des charges, même si le cours de l'agneau est plus favorable. Et à noter qu'en 2024, la zone Massif central a quand même fortement été affectée par la FCO. Et du coup, il y a eu énormément de mortalité brebis dans certains troupeaux et des décalages ensuite de reproduction et un peu moins du coup d'agneaux commercialisés. On saura un peu plus avec les éleveurs qui ont été suivis en 2024, qu'on n'a pas encore totalement tout dépouillé. Mais les perspectives que l'on sent aujourd'hui, et puis en prenant la température aussi ici au sommet de l'élevage, c'est qu'on voit bien qu'on a toujours des conversions au niveau notamment des effectifs. Le cours de l'agneau est plutôt porteur, mais en bio, il est quand même aujourd'hui très lié au marché du conventionnel. Les aides au maintien ont été supprimées dans les régions, ce qui pénalise quand même certaines exploitations aujourd'hui. C'est des fermes, comme Mathilde vous l'a dit, qui sont autonomes, donc elles sont assez peu dépendantes de l'aliment acheté, donc de la volatilité des prix par rapport au conventionnel. On avait quand même en bio aujourd'hui une baisse des abattages, une difficulté à valoriser la viande ovine bio sur le marché et qui s'est traduit par des ventes un peu en berne. On vous a mis là les chiffres de 2023, mais ça se reproduit sur 2024. Et on a un enjeu comme en conventionnel de faire face à la baisse de consommation tout court de viande d'agneau qui est une viande festive et qui est consommée par plutôt des gens aisés et en retraite. Donc il y a un vrai challenge à réussir demain de trouver de nouvelles formes
de consommation et de conquérir les publics un peu plus jeunes. Merci à vous. Question pour cette filière en viande. Vous avez une idée de la tendance en élevage de plaine? Vous avez notamment fait que l'élevage en montagne, il y a bien des éleveurs en plaine qui sont suivis. Oui, mais on en avait très peu en 2023 qui ne nous ont pas permis de faire une valorisation. On avait 3 éleveurs, du coup, 3 éleveurs, c'est... Déjà, 7, c'est un très petit échantillon et on se retrouve dans beaucoup de situations diverses et contrastées. Et là, 3 exploitations, on n'a pas pu en tirer une analyse. Pour les Pour autant, on va voir les années précédentes, sinon. et puis, du coup, il y a quand même un traitement, pardon, il y a quand même un traitement national, du coup, sur le portail Innovis réseau d'élevage, vous trouvez l'observatoire et on a créé une catégorie bio qui reprend notamment aussi les fermes suivies d'un biorep, qui permet d'avoir une indication, du coup, avec un volet plus national, essayer de massifier un peu plus les données. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le produit agneau d'herbe ou agneau de bergerie en bio? C'est un peu un sujet que les coopératives enfin, une difficulté qu'on a, c'est que en bio, il y a un mélange d'agneau de bergerie et d'agneau d'herbe. Et par rapport aux consommateurs, ils veulent jamais de l'agneau d'herbe parce que c'est pas bon, et ils veulent de l'agneau de bergerie parce que c'est pas bon, ça n'est pas de concurrence. Mais ça, c'est le retour des coopératives qui nous achètent les agneaux. Et est-ce que vous avez une idée de si l'agneau d'herbe est plus rémunérateur que l'agneau de bergerie en bio? Sachant que là, l'aliment en ce moment, il est à 540 € tonne et qu'ils en consomment, pour ma part, sur des agneaux finis de 40 kg, quasiment 80 kg. Il n'y a pas... il y a des distinctions de marché, c'est sûr. Mais des fois qui sont plus liées au poids, au type de clients qu'ils vont avoir derrière, et du coup la possibilité pour chacune des coopératives de trouver le marché qui va bien. Ils ont quand même aujourd'hui perdu des clients en bio, ce qui je pense ne leur facilite pas la vie en termes de commercialisation des agneaux. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'agneaux bio qui passent dans d'autres filières. Vous les vendez peut-être en bio, mais derrière, ils peuvent peut-être passer dans d'autres filières. Ou alors, peut-être qu'ils sont achetés en label rouge et derrière. Souvent, les éleveurs sont sur des engagements de plusieurs filières de qualité aujourd'hui. Mais peut-être que je peux laisser Candice donner un avis sur le aussi en tant que... Je gère l'exploitation du lycée agricole de Bonnefond en Haute-Loire et on fait partie des références qu'on a de la visée qu'on vit dans le temps avec la système 3 en 2. Et donc, cette commercialisation, pour l'instant, on est sur une seule filière qui est la filière bio. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions parce que ça vaut pas le coup financièrement et on est en train de se demander d'avoir une double certification pour, quand les critères techniques sont au rendez-vous, qu'on puisse vendre les agneaux en label rouge pour avoir une meilleure valeur ajoutée sur le produit agneau. Parce qu'aujourd'hui, la filière bio est peu structurée, donc on n'est pas compétitif au niveau des tarifs, quoi. On a sur l'aliment qui est à 300 € et on vend le même prix au kilo qu'après. Après, je suis sûr qu'on perd le crédit d'impôt qui est de 600 €, mais avec la production numérique en face, Ça fait partie des interrogations aujourd'hui de... Je pense que c'est vraiment partie des grosses interrogations aujourd'hui, la valorisation de l'agneau viande bio. Et si on regarde à l'intérieur de nos exploitations et si on veut s'en sortir, la double certification, pour moi, c'est
une solution, parce que ça ne change pas les pratiques de l'exploitation, en fait, ça ne change qu'une pratique, mais par contre, derrière, il y a la valorisation économique, quoi. Oui, alors ça dépend des coopératives et des marchands d'aliments, mais en tout cas pour nous, il faisait partie de la liste et il pouvait être dans les deux certificats. Et ça, je sais pas. Ça, c'est une vraie question. Faut continuer. Après, on est toujours sur des effets de marché et il y a des choses qui sont quand même cycliques. Donc, si on nous avait prédit et quelqu'un avait la boule de cristal en nous disant que les agneaux à Pâques se vendraient 11,50 €, perso, je suis pas sûre que j'aurais mis 20 € pour le parier un jour, quoi, alors qu'on était il y a quelques années à 6,50 €. Donc, le marché est quand même des fois compliqué à comprendre. On est sur des dynamiques qui sont finalement internationales et on n'a pas tous les éléments pour maîtriser ce qui se passe au niveau conjoncturel. Et puis, on a eu ces prix-là à Pâques, et puis finalement, l'été a été beaucoup plus compliqué à passer, et on a saturé en agneau, et on n'avait pas la demande derrière, avec un décalage de la Oui. reproduction qui a été La double fertile permet justement d'avoir cette souplesse et de jongler. Quand c'est intéressant, on y va. Quand c'est pas intéressant, on reste sur la filière classique. Et finalement, le prix de la double certification est largement compensé par l'écart de prix entre le bio et le conventionnel. Il y aurait 30 centimes d'écart, la question ne se poserait pas, mais aujourd'hui. Merci. On va aller voir ce qu'il en est chez les bovins. Du coup, est-ce que les mêmes questions se posent ou pas?